19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 7 septembre 2022. Cérémonie de remise des attestations d'accréditation aux responsables d'établissements d'enseignement supérieur public et privé au Niger. C'était à l'EMIG de Niamey. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Mamoudou Jibo qui a officiellement remis les attestations aux récipiendaires. Le compte rendu de cette cérémonie de remise d'accréditation, c'est avec Nafissatou Yahya et Boubacar Souley. Ils sont tous des fondateurs et directeurs des établissements d'enseignement supérieur public et privé du Niger. Ils se sont réunis à l'occasion de la cérémonie de remise des attestations d'accréditation après l'évaluation des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur public et privé du Niger. Je voudrais également remercier tous les établissements d'enseignement supérieur qui ont accepté de s'aligner dans l'évaluation donc de leur gouvernance, mais également de leur offre de formation, et aussi qui du coup rentrent dans le sillage de l'implémentation de la qualité au niveau de leur établissement. Je voudrais, Monsieur le ministre, avant de finir, informer les établissements que cette première vague d'accréditation étant achevée, nous comptons ouvrir donc une seconde vague à partir du mois d'octobre. Ceux qui n'ont pas été accrédités à cette vague pourront bien entendu candidater pour la vague à venir. Avant de finir, Monsieur le ministre, vous le savez déjà, mais nous sollicitons davantage votre accompagnement, notamment dans la mise en place d'une agence nationale d'assurance qualité. L'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur a été instituée en mars 2018, 4 ans après le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche salue cette décision avant d'inciter les responsables des établissements de créer les conditions pour crédibiliser davantage leur établissement. Cette évaluation est effectuée sur la base des critères minimaux du référentiel d'évaluation des offres de formation, la DGQA, a permis d'accréditer 7 offres de formation, de proposer 11 autres pour la validation sous condition et malheureusement de ne pas accréditer 6 offres qui sont en deçà des normes. Ainsi, les offres de formation ayant totalisé plus de 80% de conformité avec le référentiel ont été accrédités, sans hésitation, de manière intégrale. Celles ayant un pourcentage de conformité compris entre 50 et 80% seront accréditées sous réserve. Il y a un tableau détaillé qui donne les recommandations. Souvent, ce n'est pas l'océan à boire, mais toutes les offres qui ont un pourcentage de conformité inférieur à 50%, vraiment n'ont pas été accréditées. Ces résultats prouvent à suffisance l'urgence qu'il y a à aller vers la qualité pour les établissements d'enseignement supérieur. Comment comprendre, en effet, que des établissements qui ont plus de 20 ans de fonctionnement n'arrivent pas à satisfaire des critères de qualité à minimum. Cette première évaluation a concerné 24 offres de formation au niveau de 10 établissements. Ainsi, parmi les établissements récipiendaires, c'est l'Institut africain de technologie IAT qui est en première position après avoir validé plus de 80 points sur les 100. L'attestation d'accréditation a été remise à son fondateur par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tout comme les autres distingués.
La maison du citoyen a abrité ce matin un déjeuner de presse organisé par le Rotab Niger, une activité qui entre dans le cadre de lancement de l'Outcome 1 du programme Adalchiga Matassa, un projet porté par Rotab, publié Ce que vous payez sur financement d'Oxfam au Niger. Ce projet allant de 2022 à 2025 a pour cible les jeunes et les femmes dans les régions respectives de Maradi et Tawa. Adam Soumana, Sadou Demi pour le compte rendu. Annoncer les couleurs de nouveau projet dénommé Adalchiga Matassa à Gama, tel est l'objectif visé à travers ce rendez-vous d'échange avec les hommes des médias et autres partenaires par le porteur du dit projet, à savoir le réseau de transparence et d'analyse budgétaire Rotab, publié Ce que vous payez. Un projet dont la durée de vie est de 4 années et qui va concerner les régions de Maradi et Tawa avec pour souci majeur le développement du pays à travers sa jeunesse. Occasion pour le premier responsable du Rotab de lever tout équivoque sur le rôle à eux dévolu en tant qu'acteur de la société civile dans la mise en œuvre du programme Adalchiga Matassa. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent dans toutes nos activités pour pouvoir atteindre les objectifs. Nos objectifs ne sont que pour pouvoir permettre le développement de notre pays, contribuer à notre façon, en tant qu'organisation de la société civile nigérienne, à faire en sorte que le Niger aussi soit un havre de paix et de bonheur, et que tous les citoyens puissent pouvoir se nourrir, se soigner, s'éduquer, s'émanciper. Voilà donc, en tant qu'organisation de la société civile, nos ambitions. Et nos ambitions, ça a aussi amené les pouvoirs publics à changer certaines politiques publiques dans notre pays. Vous voyez, spécifiquement, nous nous mettons dans le cadre de... Nous contribuons à la mobilisation des ressources internes pour que le gouvernement puisse dérouler ses politiques. Et en même temps aussi, nous contribuons à surveiller la dépense publique. Fort du succès enregistré dans la mise en œuvre de la première phase d'un projet du genre dans différentes contrées du pays, la coopération danoise d'ANIDA, par le biais de la représentation d'Oxfam au Niger, s'engage à accompagner plusieurs organisations au rang desquelles le Rotab dans le cadre des activités de l'Outcome 1. C'est un programme de 4 ans, 2022 à 2025. Et effectivement, c'est un projet qui va contribuer comme son nom l'indique, à réduire les inégalités et donc finalement lutter contre la pauvreté au Niger. C'est un projet qui a une forte consonance pour les jeunes et les femmes, parce que c'est ce groupe cible-là qui souffre le plus, qui est victime le plus d'inégalités. Ce programme voudrait vraiment, à travers trois volets, il y a un volet gouvernance, qui est vraiment un volet chapeau. Et maintenant, il y a d'autres volets qui viennent de laisser personne pour compte, de laisser personne de côté, qui sera géré par le partenaire RGNCC et Genevico. Le volet éducation transformatrice du genre, donc qui va être géré par notre partenaire ASOPT notamment. Et très bientôt, je dirais que la semaine prochaine, il y aura le lancement officiel national. Adalchiga Matassa a fait l'objet d'une présentation détaillée par le chef du projet Kiroma Mahamadou à l'assistance. Une présentation qui a permis de mieux cerner les tenants et aboutissants de Agama, sur lequel le Rotab et son partenaire Oxfam fondent beaucoup d'espoir pour transformer positivement la vie de la jeunesse nigérienne et amorcer le développement du pays. Les locaux du LASDEL ont servi de cadre séjour cette septembre pour un atelier scientifique regroupant plusieurs chercheurs. Le dit atelier vise à statuer sur une thématique de l'ère, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'Afrique à l'heure du renouveau, nouvelle forme d'expression linguistique, culturelle et politique des mouvements citoyens. Tel est le thème de cet atelier scientifique porté par Ponsid à travers le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL.
Il s'agira à travers cet atelier qui réunit des chercheurs nigériens et d'autres nationalités africaines et européennes de réfléchir sur la thématique en vue d'une perspective adaptative et concluante. L'objectif de l'atelier il est double. Il consiste à regrouper des chercheurs de la sous-région qui travaillent sur une thématique de l'heure, celle de la question du renouveau de l'Afrique et des mouvements citoyens. Le deuxième objectif, c'est également permettre à ces différents chercheurs de partager des expériences des différents pays. Vous avez des représentants du Mali, du Sénégal, du Burkina. Et comme vous le savez, le continent africain et particulièrement le Sahel se trouve aujourd'hui au cœur des enjeux politiques, économiques, en tout cas géostratégiques, très importants. Donc il est question pour nous de discuter un peu de ces nouvelles formes de participation citoyenne des populations à l'œuvre de construction ou de certaines revendications. Les principales attentes, c'est qu'on puisse construire, si vous voulez, une manière de penser désormais, une manière de penser l'Afrique, une manière avec des mots, des concepts, des expressions qui viennent du terroir et comment ces mouvements participent à la construction de l'État. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, c'est que les mouvements sociaux sont là pour casser l'État. Non, les mouvements sociaux contribuent également à consolider l'État, à le renforcer dans sa manière de penser les politiques publiques. Prenant la parole à son tour, le chargé du programme Point Sud a fait remarquer la pertinence de la thématique et les raisons du choix porté sur Niamey pour abriter l'atelier. Le choix de Niamey pour abriter les travaux de ce 5e workshop au cours de l'année 2022 se justifie par le fait que nous y avons des partenaires sûrs. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom de Point Sud tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés pour que cette rencontre de Niamey soit une réussite. Aux responsables scientifiques de ce workshop, toutes mes félicitations pour la pertinence du thématique choisie sur le renouveau politique dans le cadre du programme Point Sud. Les questions sur la liberté de presse, d'expression, d'opinion, de politique sont au cœur des réflexions politiques et scientifiques aujourd'hui, surtout le cas de l'Afrique. Une nouvelle forme d'expression citoyenne naissait avec l'apparition de ces nouveaux médias, des pratiques numériques, etc. La liberté d'expression est une façon de manifester publiquement ses opinions qui constitue un principe démocratique. 3 jours durant, ces chercheurs de plusieurs spécialités confondues vont développer la dite thématique en vue d'une perspective permettant de changer les mentalités sur la question. À rappeler enfin que Point Sud est un centre de recherche sur les savoirs locaux qui regroupe plusieurs organisations telles le LASDEL. Lancement officiel d'une caravane de la paix intitulée Cinéma Nomade hier après-midi au Centre culturel américain. Une initiative de l'actrice Aïcha Maki portant de son film Zender en collaboration avec ses partenaires. La caravane vise à toucher la jeunesse nigérienne de par le pays. Hamza Sakou, Nasser Seydou. C'est pour pallier aux problèmes majeurs auxquels est confrontée la jeunesse nigérienne que naquit l'idée de son film Zender. Aïcha Maki et ses partenaires initient ainsi une caravane de la paix dénommée Ciné Nomade. Celle-ci vise à sensibiliser les jeunes sur l'importance de préserver la paix au sein des communautés, comme l'explique la responsable de Ciné Nomade. Ciné Nomade, c'est une caravane qu'on a réfléchit autour de la question de la paix et elle s'inspire du film Zender. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas regardé Zender, c'est un film qui a été réalisé dans un quartier de Zender qui s'appelle Karakara. C'est un quartier qui a été créé dans les années 70, là où des gens victimes de la lèpre ont été recasés et plus tard, la plupart des rejetés sociaux, des parias les ont rejoints. Donc, dans ces quartiers, il y a une certaine violence, les phénomènes du gang qu'on appelle palais à Zender. Donc, nous avons réalisé ce film qui est sorti en 2021. Et suite à cela, nous avons jugé utile, pendant qu'on était en train de faire le film, parce que sa construction, elle s'est faite sur 8 ans,
comment faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui sera couplé au film pour permettre à ce que, au-delà de ces jeunes qu'on a rencontrés, que ces films soient un outil dont on va s'en servir pour permettre à ce qu'il y ait un dialogue autour de la question de la paix avec des jeunes. C'est quoi l'objectif de Ciné Nomade? C'est pour permettre à ce que des jeunes comprennent l'intérêt de sauvegarder les acquis de la paix. Parce que nous sommes dans un tournant, de par nos frontières, nous sommes entourés par des sirènes de violence et qui appellent à chaque instant notre jeunesse à se joindre à eux. Pour le directeur de la diplomatie publique de l'ambassade des USA, la question de la paix est d'une importance capitale, d'où son intérêt à celle-ci. La protection des libertés civiles est cruciale pour prévenir l'extrémisme violent. Les discussions et conversations et activités partout au Niger qui vont passer grâce à notre programme vont travailler pour renforcer la société civile et la cohésion sociale. Et elles vont contrer la désinformation et l'influence malveillante que les groupes extrémistes utilisent. Enfin, je voudrais remercier Aisha Maki et son équipe et tous nos partenaires pour ses efforts de la réalisation de ce projet et pour avoir fait ce projet une réalité. Nous lui souhaitons bonne chance et bon voyage à la caravane des pays qui va aider beaucoup de jeunes vulnérables partout au Niger. Ce projet de 10 mois va s'étendre sur toutes les 8 régions du pays et suivra plusieurs étapes, à commencer par les sensibilisations dans les bus de transport, puis les fadas des jeunes et des conférences publiques. Voilà, place à présent à notre rubrique hebdomadaire de la chronique juridique qui traite aujourd'hui du conseil municipal et du maire. C'est avec Emmanuel Alfred, juriste. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des collectivités territoriales. Nous allons nous référer à la Constitution du 25 novembre 2010. C'est le titre 10 de cette Constitution qui traite des collectivités territoriales. Quand on considère l'article 164 de la Constitution du 25 novembre 2010, il dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s'administrent librement par des conseils élus. Nous allons également nous référer, en dehors de la Constitution du 25 novembre 2010, à l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est sur ces deux textes que nous allons nous appesantir pour présenter au public le rôle ou le fonctionnement ainsi que les attributions du conseil municipal et de son organe exécutif qui est le maire. Donc, quand on se réfère à l'article 2 de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger, alors cet article dispose que les collectivités territoriales sont la commune et la région. Donc nous avons deux types de collectivités territoriales. La commune d'une part et la région. Pour le cas de ce numéro, nous allons nous appesantir sur la commune. Alors, l'article 3 de cette même ordonnance dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. C'est-à-dire, nous avons un conseil qui assure la gestion de l'entité communale. Maintenant, à la tête de ce conseil, nous avons un organe exécutif qui est le président
en l'occurrence le maire. Ce qui va nous amener à voir aujourd'hui les attributions, ou si vous voulez, comment est-ce que cette ordonnance organise ce conseil municipal, ses attributions, ainsi que celles de son président qui est le maire. Donc, référons-nous à l'article 50 de l'ordonnance citée tantôt, l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Eh bien, cet article 50 dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Mais avant de parler de cet organe exécutif, je voudrais que nous nous appesantissons sur le cas du conseil municipal. Nous allons voir la formation du conseil municipal, de qui le conseil municipal est-il composé, quelle est l'étendue des compétences du conseil municipal. Et après, nous allons voir quelles sont les compétences ou les attributions, cette fois-ci, du président du conseil municipal, qui est le maire. On va voir quelles sont les attributions du maire, quels sont les actes qu'il peut prendre, jusqu'à quelle limite, est-ce qu'il y a des cas d'incompatibilité entre ses fonctions, ainsi que certaines nominations qu'il peut avoir au niveau, est-ce qu'il peut être nommé à d'autres fonctions, etc., etc. Donc c'est un peu de ça que cette ordonnance 2010 parle dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Donc s'agissant du conseil municipal, l'article 23 de l'ordonnance 2010 dispose que le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. La durée de son mandat est de 5 ans. Mais en cas de nécessité, ce mandat peut être prolongé de 6 mois ou plus par décret pris en conseil des ministres. Nous venons de sortir des élections. Vous avez suivi, on a assisté à l'élection des conseillers municipaux. Et déjà, je pense que vous avez vu, les conseils municipaux sont installés un peu partout dans les communes. Donc, ces conseils municipaux ont un mandat de 5 ans. Ce mandat-là peut être prorogé au terme de cet article 23 de 6 mois, mais cette fois-ci par décret pris en conseil des ministres. Maintenant, s'agissant de la formation du conseil municipal, le conseil municipal est composé des membres élus qui ont battu campagne, qui ont été élus, et des membres de droit. Les membres élus, ce sont les conseillers qui ont pu se faire élire au sein du conseil. Maintenant, les membres élus ont la qualité et portent le titre de conseil municipal dès qu'ils ont été élus. Maintenant, les députés qui n'ont pas été élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province ou les chefs de groupement sont membres de droit du conseil municipal. Ce ne sont pas des membres élus, mais d'office et de droit, ils sont membres du conseil municipal. Les députés non élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province, les chefs de groupement, etc. Donc, ils sont membres de droit. Et en tant que membres de droit, ils ne participent pas au vote parce que le conseil municipal est appelé à prendre des délibérations. Donc, lors de ces délibérations, les membres de droit ne votent pas. Mais par contre, ils ont une voix consultative. On peut les consulter sur certaines questions. Donc, en cas d'empêchement, le sultan, le chef de province, de canton ou de groupement peut se faire représenter par un des membres de sa cour. Alors, s'agissant à présent des attributions du conseil municipal, l'article 29 de l'ordonnance 2010-54 dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et à cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune. Maintenant,
on va un peu développer, expliquer un peu plus au fond ce qu'on entend par tout ceci. Donc, il exerce des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'État. L'État peut transférer des compétences aux communes. Donc, ces compétences-là, ces communes peuvent les exercer librement. Donc, à ce titre, le conseil municipal délibère dans les domaines suivants. Premièrement, sur la politique de développement de la commune. Donc, tout ce qui concerne le développement de l'entité communale, le conseil municipal est compétent pour prendre des délibérations. Et dans cette première catégorie de compétences, il peut, par exemple, ça peut être lié au plan de développement communal et autres outils de planification. Le conseil peut prendre des délibérations sur des initiatives de soutien et de suivi de la mise en œuvre des actions de développement entreprises au sein de la commune. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture, etc. Il peut également, ça peut concerner la préservation et la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles. Le deuxième grand volet où le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de la création et de la gestion des équipements collectifs, notamment la construction et l'entretien des écoles primaires et maternelles, la construction et l'entretien des centres de formation de l'éducation non formelle, la construction et l'entretien des courants des centres de soins de santé primaires, la construction et l'aménagement et l'entretien des fontaines et puits publics, etc. La réalisation des entretiens et gestion des parcs publics. Il y a toute une panoplie de compétences qui est reconnue au conseil. Maintenant, le troisième grand volet, il s'agit de la création des services d'intérêt communal, notamment l'organisation et la gestion des transports urbains, l'aménagement de parkings et aires de stationnement sur la voie publique, l'assistance sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux orphelins, l'appui aux services financiers décentralisés. Là également, les compétences sont énormes. Le quatrième grand volet ou le quatrième grand pilier sur lequel le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de l'hygiène publique et l'assainissement, notamment la collecte et l'évacuation et le traitement des eaux usées et des ordures ménagères, la collecte et l'évacuation des traitements des eaux pluviales, etc., etc. Le cinquième grand pilier, c'est la gestion domaniale et foncière, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, le sixième grand volet, c'est la gestion financière de la commune, parce que c'est important. C'est pourquoi la commune a un budget propre pour assurer le fonctionnement. Donc, à ce titre, elle peut prendre des délibérations sur les budgets et comptes, la création des impôts et taxes rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances, la fixation des taux des impôts et des taxes, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs actions. Donc, vous voyez en somme, la commune a tout un volet de compétences où elle peut, ou bien c'est-à-dire le conseil municipal peut prendre des délibérations. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ces attributions du conseil municipal. Et nous le rappelons, déjà nous avons précisé que le conseil là, il a un mandat de 5 ans et que ce mandat peut être prorogé de 6 mois par décret pris en conseil des ministres. Maintenant, dans quelles conditions le mandat du conseiller peut prendre fin? Le mandat du conseiller, au terme de l'article 38, peut prendre fin soit par décès, en cas de démission volontaire, ou de la démission d'office, ou en cas de révocation. Voilà les cas dans lesquels le mandat du conseiller peut prendre fin. Maintenant, revenons au niveau de l'organe exécutif, puisque nous avons dit que le conseil municipal, une fois installé, peut voter ou bien peut élire en son sein un président qui est le maire et qui sera l'organe exécutif du conseil municipal. Donc, s'agissant du maire, l'article 50 précisé, ou bien cité tantôt, dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Donc, le nombre, bon, il est assisté d'un ou de 2 adjoints selon la taille de la commune. Le nombre d'adjoints au maire est fixé à 1 pour les communes dont la taille du conseil varie de 11 à 15 sièges inclus et à 2 adjoints pour la commune dont la taille est de 16 à plus. Maintenant, s'agissant de l'élection du maire, l'article
54 dispose que le maire et le ou les adjoints sont élus par le conseil municipal en son sein. C'est important de le préciser. Et le maire ainsi que ses adjoints sont élus parmi les conseillers élus titulaires d'au moins le brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent. L'élection du maire a lieu lors de la première réunion du conseil municipal. Et c'est le représentant de l'État qui convoque cette réunion. Et le représentant de l'État dresse un procès verbal de l'installation du conseil municipal. Et la réunion du conseil municipal est présidée par le conseiller le plus âgé. Il est assisté du plus jeune conseiller, sachant lire et écrire. Ce dernier assure le rôle de rapporteur. Donc voilà un peu comment se fait l'élection du maire, président du conseil municipal. Maintenant, l'une des choses qui va nous intéresser encore ici, c'est le mandat du maire. À ce sens, ou à ce titre, l'article 56 de cette ordonnance précise que le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée. Nous avons précisé que le mandat, il est de 5 ans. Donc, ils sont élus pour la même durée. Une fois élus, ils doivent avoir leur domicile dans la commune. Et le mandat du maire est renouvelable. Le maire est astreint au port des écharpes aux couleurs nationales dans les cérémonies officielles. Et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions rend nécessaire le port du signe distinctif de son autorité. Vous voyez, souvent, lors de la célébration des mariages, vous voyez les maires porter leurs écharpes ou bien lors des cérémonies. C'est cet article qui leur fait obligation de porter cette écharpe afin de distinguer ou bien de montrer l'autorité qu'ils reçoivent de par la loi. Alors, maintenant, outre les cas prévus à l'article ci-dessus, qui mettent fin au mandat du conseiller, le maire ou celui de ses adjoints, le mandat du maire peut prendre fin par démission volontaire, par démission d'office ou par révocation. Donc là, au même titre que le conseiller, là, en fait, c'est pratiquement les mêmes conditions qui s'appliquent également au maire parce qu'il fait partie également du conseil municipal. Maintenant, je voudrais ici préciser quelques incompatibilités de la fonction du maire. Il y a quelques fonctions qui sont incompatibles avec sa fonction. Et nous retrouvons cela au niveau de l'article 64, qui dispose que sont considérés comme cas d'incompatibilité avec le mandat du maire et de son adjoint les fonctions suivantes. Président et secrétaire général des institutions de la République, membre des cours et tribunaux, membre du gouvernement, préfet et gouverneur, consul et ambassadeur, membre des corps d'inspection et de contrôle de l'État et des collectivités territoriales, directeur d'une société nationale ou d'une société anonyme, directeur d'un établissement public à caractère administratif, secrétaire général et directeur d'administration centrale, secrétaire général de région et de département, agent des forces de défense et de sécurité, chef traditionnel, employé de la commune où il exerce. Donc, ici, ce sont des cas d'incompatibilité avec la fonction du maire. Maintenant, vous pouvez avoir également des cas de faute grave qui peuvent aussi porter préjudice à la libre, si vous voulez, jouissance du maire de ses fonctions. Là, on a toute une liste. Il s'agit par exemple du détournement des biens ou des deniers publics du moins constaté par les services compétents. Il s'agit des prêts irréguliers sur les fonds de la commune. Il s'agit de l'endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. Il s'agit du refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie également d'actions qui peuvent être considérées comme des fautes graves qui peuvent être commises par le maire dans l'exercice de ses fonctions. Donc, vous voyez ici que le maire a toute une panoplie
de compétences qu'il peut exercer. Maintenant, je voudrais terminer avec quelques points qui vont concerner les attributions du maire et de ses adjoints. Parce que dans le cadre de ces actions, comme au même titre que les conseils municipaux, nous avons précisé que le maire, en tant que président, peut exercer des compétences ou bien peut mettre en exécution les attributions ou bien les décisions prises par le conseil municipal. Et à ce titre, quand on regarde l'article 78, il dispose que le maire a la charge de la convocation du conseil municipal, de la bonne tenue des sessions du conseil municipal, de l'exécution des délibérations du conseil municipal, de leur publication et de leur transmission aux représentants de l'État. Ce sont les attributions du maire. Maintenant, un peu plus au fond, en sa qualité d'organe exécutif, le maire est chargé d'élaborer et mettre en œuvre le plan de développement communal. Il est chargé de préparer et exécuter le budget de la commune, dont il est l'ordonnateur. Il doit tenir les comptes de la commune. Il est également chargé de recevoir les dons et les legs acceptés par le conseil municipal. Il établit les impôts, ou bien le rôle des impôts, les taxes et les redevances. Le maire veille à leur bonne exécution. Il doit conserver et administrer les biens du domaine public et du domaine privé de la commune. Le maire met en œuvre les outils d'urbanisme. Il doit surveiller les établissements communaux, gérer le personnel de la commune, faire tenir et conserver les archives communales, négocier et signer les contrats plans État-commune, négocier et signer les accords de coopération de la commune avec d'autres collectivités et organismes nationaux et étrangers. Et enfin, il rend compte au conseil municipal. C'est très important. Donc, vous voyez, il y a également tout un éventail ici aussi de compétences dévolues au maire en tant que président du conseil municipal. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire ici sur le conseil municipal et son président, qui est le maire, sur leurs attributions, ainsi que le régime des incompatibilités qui peuvent intervenir relativement à leurs fonctions, ainsi que la durée de leur mandat. Donc, il faut retenir tout simplement que le conseil municipal est un organe prévu d'une part par le Code général des collectivités territoriales, mais aussi par la Constitution du Niger, notamment l'article 164 précité, parce que cet article parle de l'administration du territoire de la République du Niger. Et en substance, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cet article dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique et elles s'administrent librement par des conseils élus. Et c'est ce que nous venons de voir. Je vous remercie.